Bienvenue à toutes et à tous dans les Chroniques des BFN, votre rendez-vous d'analyse de l'actualité. 3 sujets majeurs au programme aujourd'hui. D'abord, la polémique autour du contrat d'affermage entre le Congo et la Senelec, ravivée par une plainte contre la Soselec, et les révélations sur des irrégularités de procédure. Ensuite, les 4 ans du Premier ministre Anatole Colini Makosso à la tête du gouvernement, un cap symbolique qui invite au bilan et à la projection. Enfin, nous parlerons de la candidature d'Edouard Matoko à la direction générale de l'UNESCO, alors qu'il est actuellement en séjour au Congo. 3 thèmes, 3 enjeux, une seule voix pour décrypter. Brunet Fortuna, bonsoir et bienvenue à tous. Bruni, une nouvelle plainte contre la Soselec relance la controverse autour du contrat d'affermage entre le Congo et la Senelec. De quoi s'agit-il concrètement? Bon, il faut rappeler que cette plainte vient comme une étincelle rallumer un feu qui était presque maîtrisé. Quand je parle de feu, je parle des tensions, des contestations, ce bras de fer entre les syndicalistes et le gouvernement. Ce plainte aussi vient comme cristalliser aujourd'hui les tensions classiques dans notre société. Il faut savoir que ces revendications ne sont pas seulement congolaises ou ne datent pas que d'aujourd'hui. Cela se passe partout. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ce qui se passe actuellement? Il est question ici de la société Soselec. Vous savez que la société Soselec, pardon, est la branche, sinon la succursale de la société Senelec qui a remporté, qui a gagné l'appel d'offres du contrat d'affermage dont on parle, puisqu'il y a eu un appel d'offres qui a été lancé depuis 2023, et finalement, la Senelec, cette société sénégalaise, sur la base certainement de son expérience, la base des dossiers qu'il a pu fournir, a remporté donc ce qu'on appelle aujourd'hui ce contrat d'affermage. Donc, il fallait sur la base, à la lumière de la loi congolaise, créer une succursale. Une société étrangère ne peut pas directement avoir un contrat avec, il faut passer par l'intermédiaire, et l'intermédiaire, c'est une société qui doit être une société de droit congolais. Donc, c'est la Soselec. La plainte aujourd'hui n'est pas congolaise, c'est plutôt un cabinet avec lequel la Soselec aurait, puisque je n'ai pas la confirmation, mais si je me fonde sur ce que Aziz Dominique de Marseille a dit, même si je suis contre sa démarche, c'est que cette société, et même certaines informations que nous avons pu glaner, c'est que cette société fallait pour elle avoir des fonds pour faire face à ses charges. Elle est créée, elle n'a pas d'argent, il faut de garantie d'abord et avant tout, et aller vers donc les bailleurs. Ou encore, j'ai envie de dire, des banques. Donc, cette société est allée vers ce fameux cabinet qui aurait facilité ou prêté de l'argent à la Soselec et aurait aussi travaillé sur plusieurs dossiers avec la Soselec. Maintenant que le gouvernement, sur la base de la pression sociale, c'est-à-dire que des syndicalistes, et même sur l'appel du président de l'Assemblée nationale, a décidé de surseoir le contrat avec la Senelec. Donc, en le faisant, automatiquement, la Soselec ne peut plus exercer ni entrer mettre en œuvre la signature ou ces accords-là. Et la société se serait donc tourner vers, comme on dit, le fameux cabinet pour dire, OK, nous n'avons plus de contrat avec le Congo pour le moment, tout est suspendu, donc nous ne pouvons plus continuer à travailler avec vous. Je crois que les termes de séparation ou aussi les termes de suspension, d'annulation des partenariats avec ce cabinet ne seraient pas en réalité faits selon les termes, selon les règles de l'art. Je pense que le cabinet poursuit la Soselec par rapport à cela. Mais il faut savoir, c'est pas seulement
c'est pas parce qu'on est plaignant qu'on peut forcément gagner, c'est pas parce qu'on a porté plainte contre la Soselec que ce serait une société fictive, comme on l'a dit, puisque quand vous lisez les textes, il est bien écrit que pendant la signature, la Soselec était une société en cours de construction. C'est ce qui fait débat aujourd'hui. Vous avez une bonne opinion des Congolais comme Serge Ngouakamabé, bien d'autres, qui pensent que finalement, on peut pas, le gouvernement donc a piégé les Congolais, le gouvernement a péché, a fauté d'aller signer d'aller donc signer un contrat avec une société qui n'existe pas, une société au moment de la signature était encore en construction. Mais vous avez aussi des juristes qui vous diront que finalement, selon la loi OHADA, il est possible pour une société en construction de signer de tels accords. Donc, ça devient tellement technique aujourd'hui, le débat devient tellement technique, mais qu'il faut éviter de tomber dans ce piège technique, ou encore il faut plutôt écouter aussi la voix de ceux qui aujourd'hui font de la récupération politique, purement politique, pour mieux comprendre sociologiquement ce qui se passe. Et je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, le problème qui aujourd'hui relance la polémique, puisqu'on a encore entendu les audios, c'est qu'après la signature avec la Soselec, la démarche voudrait bien que ce dossier soit traité en Conseil de ministres. Voilà. Et il faut que le dossier soit traité en Conseil de ministres. Je pense que il pourrait être traité dans les jours qui viennent, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à la fois cette plainte et tout ce qu'on entend, les audios, les réactions des syndicalistes qui finalement veulent faire pression, puisqu'ils parlent du président de la République, veulent faire pression sur le gouvernement afin d'arrêter carrément le contrat avec la Sénélec et d'abandonner ce projet d'affermage, surtout avec la Sénélec. Donc voilà en gros ce qui se présente aujourd'hui. Bruni, certains dénoncent un non-respect des procédures dans la signature de ce contrat. En quoi ces irrégularités sont-elles problématiques pour la crédibilité de l'État? Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, ceux qui dénoncent l'irrégularité, c'est ceux qui pensent, que je le disais tout à l'heure, quelques citoyens, que finalement, la société lors de la signature était fictive. Donc le gouvernement congolais n'a pas respecté la loi, n'a pas respecté les règles établies dans la signature de ce contrat. Mais vous avez le gouvernement de son côté qui vous explique pour dire que non, le contrat n'est pas en réalité avec la société Sénélec. La société Sénélec représente au niveau local une société qui a gagné le marché. Ça veut dire quoi? C'est la Sénélec. Donc en réalité, même dans cette plainte dont on parle, la Sénélec est attendue, les responsables de la Sénélec sont attendus au Congo, ceux de la Soselec, puisque c'est un Sénégalais qui était à la tête de cette société, il est aussi attendu. Vous comprenez que finalement, on porte plainte à la Soselec, mais c'est la Sénélec qui doit répondre en réalité, puisque même pour prêter de l'argent à la Soselec, il fallait que la Sénélec prête garant. Il faut quand même des garanties dans tout cela. Donc aujourd'hui, le gouvernement brandit son argument pour dire, non, nous n'avons pas en réalité un contrat direct avec la Soselec, mais nous, notre partenaire, celui à qui on a confié le marché, c'est la Sénélec. Et la Sénélec, dans le dossier qui a permis qu'il gagne le marché, nous a montré son expertise, puisque c'est une société qui travaille aujourd'hui à peu près dans 6 pays, avec la Banque mondiale, avec la BAD. Vous avez aussi dans ce dossier la Sénélec qui nous a montré qu'elle a suffisamment de moyens pour nous garantir tout ce dont on veut faire dans ce pays. Donc, déjà, sur la base de ces questions, on peut comprendre que les arguments du gouvernement contre ceux demeure aujourd'hui un débat purement juridique. Mais il faut comprendre qu'il y a quelque part une crise de confiance qui est née. Une crise de confiance qui est née, c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui l'attitude des syndicalistes, qui pensent, puisque quand on regarde les arguments brandis par les syndicalistes, ces arguments ne se fondent en rien sur ce qui est légal ou juridique. Pourquoi je le dis? Parce que le contrat d'affermage dont on parle, vous en avez entendu parler. Le Premier ministre en a parlé devant les parlementaires. Les intellectuels sont passés sur ce plateau. Les journalistes en parlent. Ça veut dire quoi? C'est un contrat, c'est le respect, c'est l'application des lois qui sont consignées à la fois dans le code de l'eau et dans les statuts qui créent aujourd'hui la ECAREC.
dans ces statuts et dans le code de l'eau, il est bien clair que progressivement, il était question de passer de la SNE à EKRC et finalement, il fallait migrer vers une création ou encore la libéralisation de la distribution et la commercialisation. Au départ, on ne parle pas que des sociétés étrangères, on parle bien de la libération. Donc, il fallait soit créer d'autres sociétés ou trouver des sociétés privées capables de prendre ces marchés. Mais on est tombé sur ce qu'on appelle aujourd'hui le contrat d'affermage mais tout ça là est considéré. Vous regardez donc, le gouvernement, quand on regarde, est sur cette démarche, brandit ces articles et ces lois pour dire que nous n'avons rien inventé. Depuis 2003, on parle des réformes dans ce secteur. Depuis 2023, nous avons relancé comment on appelle ces réformes et finalement jusqu'à aujourd'hui nous voulons les appliquer pour aller jusqu'au bout, l'objectif étant de trouver les solutions aux problèmes d'électricité. Ce sont les arguments. Mais de l'autre côté, vous comprenez sociologiquement qu'il s'agit d'une crise d'abord de confiance. Entre qui ou bien contre... Les syndicalistes, quand ils parlent, ils vous disent nous ne faisons pas confiance à ce gouvernement. Et le débat est même personnalisé. Vous avez entendu les audios où on pense finalement que le Premier ministre ne serait pas en réalité l'homme qu'il fallait et qu'il faut pour ce contrat, que le ministre de l'énergie serait dans l'opacité. Finalement, ce contrat viserait les détournements de fonds ou viserait à enrichir certains dirigeants et même des ministres. Et ce sont les arguments qui sont fondés. Et on pense même aussi que la Sénélec ne sera pas à la hauteur, que serait aussi une société plus ou moins, on va dire, qui serait dans une logique de gouvernance aussi opaque. C'est ce qu'on dit. Mais jusqu'aujourd'hui, ni le gouvernement ni les syndicalistes, personne ne peut prouver que la Sénélec va réussir ou va échouer. Mais nous nous contentons un peu de ce que la Sénélec fait à l'extérieur pour dire finalement elle peut réussir ou comme elle peut échouer. Mais personne ne peut le certifier aujourd'hui et mettre donc ces jugements de valeur pour dire nous voulons ou nous ne voulons pas. Et il y a aussi ce que nous avons dit tout à l'heure, l'hégémonie des hommes sur les institutions. On constate aujourd'hui les syndicalistes braquer toute une entreprise. Aujourd'hui, braquer toute une entreprise, alors que finalement, ces accords, alors que tout ce qui se trouve dans les statuts et dans le code de l'eau, en réalité, ont été débattus de commun accord avec ces syndicalistes. Vous avez suivi le ministre de l'Énergie qui a dit à ces syndicalistes que personne ne sera licencié, que vos avantages seront préservés, la sécurité sociale, tout sera, certains seront reversés dans la Sénélec, dans la Socélec, et d'autres vont rester dans la société de souveraineté qu'on a créée. Donc voilà, aujourd'hui, nous savons que toute cette guerre cache ce que j'ai dit, à la fois la méfiance des syndicalistes vis-à-vis de ce gouvernement, ce qui n'a rien à voir avec ce qui est juridique, et vous avez aussi les égos des uns des autres, des intérêts personnels aujourd'hui qu'on ne veut pas sacrifier au profit du personnel, du peuple. Parce que le débat ne devrait pas se situer au niveau j'ai envie de dire, d'une partie, d'une portion, j'ai envie de dire, sinon une catégorie des citoyens, donc les agents de la EKRC. Le débat ne devrait pas tourner autour de ces gens. Le débat en réalité devait être autour de ce que gagne la population avec ce contrat. Parce que si nous passons tout ce temps à discuter sur ce que ces travailleurs doivent gagner et ce qu'ils doivent perdre et qu'on ne veut pas céder ce secteur de souveraineté, c'est à la justice en réalité, c'est à l'État de décider à qui on peut confier la gestion. Et tout est dit dans la loi. Tout est même dit dans la loi sur le partenariat public-privé. Et ailleurs, ça se fait. Mais aujourd'hui, on est dans un débat d'ego, des débats d'hommes qui finalement, pour leurs intérêts personnels, parce qu'on sait que la EKRC, et même quand c'était la ESN, c'est un secteur aujourd'hui, c'est une entreprise totalement ruinée par la corruption, totalement touchée par les détournements de fonds. Vous avez des agents qui aujourd'hui qui ont même des
qui gèrent des contrats frauduleux à travers le pays, qui ont même leur propre branchement. Vous avez au sein de cette société des gens qui s'enrichissent sur le dos de la société et même du peuple, puisqu'on prélève et on prélève, personne, il y a aucune transparence dans la gestion. Et donc, quand vous regardez tous ces intérêts, quand vous regardez tous ces hommes-là, aujourd'hui, personne ne veut en réalité céder. Ce n'est pas le tâcheron qui ne veut pas en réalité, puisque le tâcheron, son problème aujourd'hui, c'est être recruté à le caresser. Le travailleur aujourd'hui, c'est de garder son emploi et être payé. Mais ceux qui aujourd'hui montent au créneau pour la plupart, c'est des gens que vous regardez dans la plupart qui ont des intérêts personnels et qui ne veulent pas des réformes simplement pour maintenir leur posture. Je n'exempte pas le gouvernement du même système, des mêmes pratiques, parce qu'on sait aussi que le gouvernement, on sait que depuis des années, il y a des membres du gouvernement qui aujourd'hui ont des marchés frauduleux. On a aussi des membres du gouvernement qui profitent aussi des marchés pour s'enrichir, des ministres qui ont créé des sociétés parallèles pour avoir des marchés dans leur propre ministère. Donc, ça veut dire que le système est tellement malade que finalement, cela impacte sur les décisions du gouvernement. Cela bloque aujourd'hui toutes les réformes, sinon les décisions qui pouvaient amener le Congo vers le développement ou encore vers vers la solution ou encore la quête des vraies solutions aux problèmes qui minent. Donc aujourd'hui, dans tout ce débat, la population est laissée pour compte puisqu'on ne parle pas de la qualité de l'électricité, on ne parle pas du prix de l'électricité et tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que pour les syndicalistes, le gouvernement est dans le faux et pour le gouvernement, les syndicalistes sont aussi dans le faux et la population est abandonnée. Bruni, au-delà des aspects juridiques, quelles leçons peut-on tirer de cette affaire sur la gouvernance des services publics au Congo? C'est ce qu'on a toujours dit, est-ce qu'on déplore aujourd'hui l'hégémonie des hommes sur les institutions, ce que l'on appelle l'anomie institutionnelle. Voilà, nous sommes de plein pied dans un système qui a favorisé, qui a permis, à créer les monstres et qui sont devenus plus forts que les institutions. À telle enseigne que nous avons assisté dans plusieurs pays, même au Congo, des privatisations et même de sociétés qui ont déposé les clés. Nous avons connu la mutation de l'ONPT. Aujourd'hui, c'est Congo Télécom. L'ONPT a donné naissance aussi à la Sopeco. On peut encore dire à la Banque Postale. On peut aller très loin. On peut même dire aussi, à un moment donné, à l'ARPCE, tout ça là. Parce qu'il était question à cette époque-là de vouloir adapter ces sociétés au développement du monde, au développement technologique, au développement de la société. Mais ça fait du mal aux agents à l'époque. Mais l'État n'a pas fléchi. Aujourd'hui, nous avons Congo Télécom, nous avons la Sopeco, même si la Sopeco ne marche pas comme il faut. Nous avons l'ARPCE, nous avons la Banque Postale aujourd'hui. Donc, un État, la société EKRC est propriété de l'État congolais. Donc, en réalité, les syndicalistes, c'est leur devoir ou leur droit, j'ai envie de dire, c'est de se battre pour protéger les intérêts des citoyens. Mais dans cette question-là, dans cette situation ici, il est bien clair qu'aucun intérêt n'est menacé si ce ne sont que les dirigeants qui pensent perdre leur fonction. Vous voyez? Donc on est, et puis peut-être aussi, ce qui a manqué de la part du gouvernement, c'est peut-être mieux préparer et mieux informer ces syndicalistes et même tous les agents comment devraient s'appliquer ces réformes au fur et à mesure et comment tout cela devait se réaliser. C'était dans toute cette confusion, nous assistons ce qu'on assiste, mais il faut savoir, le problème, c'est la mauvaise gouvernance qui nous conduit aujourd'hui à tout ce blocage. Leçon le contrat d'affermage entre le Congo et la Sénélec pour parler des 4 ans du Premier ministre Anatole Kouliné Makosso à la tête du gouvernement. Quel est le bilan global de son action à ce jour, Bruni? Bon, Gabriel, je ne peux me permettre ici de faire le bilan. Je ne peux pas porter des jugements de valeur sur son bilan, mais je fais juste un constat à peu près de quelques éléments. Je partirai donc du 12 mai 2021, quand il est nommé. Première réaction à la presse, à chaud. On retient une phrase, la restauration de l'autorité de l'État.
Et je pense que dans sa qualité de juriste, avec son profil de juriste et nanti de l'expérience en tant que ministre de la Jeunesse et de l'Éducation, aussi de son expérience au sein du cabinet du président de la République, aussi dans le parti congolais du travail, je pense que en s'engageant dans la restauration de l'autorité de l'État, il avait vu net qu'il fallait à tout prix amorcer ou commencer par la restauration de l'autorité de l'État pour permettre l'éclosion, sinon la mise en œuvre de tous les autres projets. Parce que jusqu'ici, la question qu'on se pose, c'est que il y a près de 40 ans, sinon on revient un peu à 27 ans, 30 ans aujourd'hui, même 20 ans, différents projets de président de la République n'ont pas toujours été exécutés comme il le faut. Les noms ont changé, la nouvelle expérience, le chemin d'avenir. Nous sommes aujourd'hui plus loin ensemble ou encore poursuivant la marche. Mais ce sont des mêmes projets non réalisés hier qui reviennent. Vous allez voir, par exemple, dans les précédents projets, on a parlé de la modernisation des baies de Luango, on en parle depuis 2004 à peu près. Vous avez aujourd'hui la construction route-rail, on en parle depuis plusieurs années. Vous avez plusieurs infrastructures dont on a voulu construire de plusieurs qui ne sont pas aujourd'hui réalisées. Et donc, la question qu'on se pose, mais pourquoi autant de projets nobles, mais pas de réalisation? Je crois que la question étant posée, on peut comprendre finalement il y a un vrai problème, l'absence donc de la force, la puissance de l'État, l'absence de la puissance étatique. Et quand on comprend ça, la première mission d'un Premier ministre dans ce contexte-là, c'est restaurer l'autorité de l'État pour que tout fonctionne normalement. Et moi, quand je comprends à mon niveau, j'ai envie de dire simplement que la restauration de l'autorité de l'État, c'est permettre aux institutions de fonctionner en toute démocratie, c'est permettre à la loi de s'appliquer dans sa rigueur totale et en toute démocratie, c'est de briser et de lutter contre les injustices sociales. Et c'est ça l'objectif. Mais pour y arriver, ce n'est pas seulement jeter tout le monde en prison à chaque fois qu'on a entendu parler de la tricherie, du vol ou des détournements, mais c'est permettre que les lois soient respectées, que les citoyens respectent, que les dirigeants respectent, que les droits, les devoirs des uns des autres soient respectés. Mais on se rend compte, 4 ans avec Colin Makosso, cela nous a permis quand même de percer l'abcès. Ce que se disait hier de loin, ce que nous entendions hier de loin, et aujourd'hui, avec le management, la logique de gouvernance d'Anatole Kolimakosso, nous découvrons réellement ce qui empêche l'évolution du pays. Comment? On parlait de la malgouvernance, mais on ne savait pas exactement ce que c'est dans les pratiques. Pour les intellectuels, oui, mais c'est que le pays est mal géré. Mais comment le pays est mal géré? Et quand on parle de l'absence de la puissance de l'État, mais ça veut dire, oui, on sait ce que ça veut dire, mais dans les pratiques, comment ça se fait? Mais avec Anatole, en 4 ans, nous avons compris finalement que l'argent, comment l'argent se détourne, lesquels le font. On a vu aujourd'hui des dossiers fuités. On a vu des querelles entre ministres pour des intérêts personnels. On a vu tellement de choses. On a su finalement comment les choses se passent au Trésor. On a entendu parler. Oui, il y a des détournements au Trésor depuis des années, mais aujourd'hui, on a réussi quand même à mettre ces détournements sur la tête des uns des autres, même si les noms ne sont pas réellement cités. On a vu l'affaire Figaro. On a vu comment le Parlement a pu jouer ce rôle, même si on s'attendait à ce que le Parlement aille jusqu'au bout. On a vu comment la population a monté. On a vu aussi avec d'autres affaires qui ont fuité des administrations publiques. On a compris finalement le mal, les limites du système. On a compris ce que dit le docteur Blanc Constant Barapéa, comment fonctionne le cartel. En 4 ans, nous avons connu 3 ministres des Finances. C'est pour montrer qu'il y a un véritable malaise. Un malaise quoi? Parce que quand Anatole Kolimakosso arrive, il arrive avec donc la vision, comme il avait dit, de restaurer l'autorité de l'État. Il prend donc les actions dans le projet de société du président de la République. Il les présente en 12 batailles, mais avec pour exigence d'abord réformer. On veut avoir
un bon système de santé, il faut des réformes. On veut avoir un système éducatif efficace, adapté aujourd'hui aux approches pédagogiques aujourd'hui liées au développement de nouvelles technologies. Il faut des réformes. On veut lutter contre la corruption, on veut lutter contre l'injustice sociale. Il nous faut respecter la loi et aller vers la loi, même si les réformes pour les réformes ne sont pas ce qu'il faut chercher, puisqu'il faut tenir compte des opportunités et même de la pertinence de ces réformes, comme dit Guy Mafimba Motoki. Mais il y a aujourd'hui la volonté de réformer quand même. On se rend compte que Anatole Koulimakosso, je pense que son péché, c'est peut-être d'avoir trop fait confiance à son système, à sa famille politique. C'est peut-être d'avoir trop cru aussi, parce que en réalité, il prend quand même des engagements à la limite irrationnels dans le contexte dans lequel il arrive au pouvoir. Quand il arrive à la tête du gouvernement, le pays n'a pas d'argent, le pays est en crise, il fallait aller frapper à la porte du FMI. Je pense qu'il a peut-être minimisé aussi toutes ces pesanteurs, parce que on se rend compte finalement que dans les 12 batailles, ce que l'on devrait faire n'est pas réalisé, qu'aujourd'hui il est buté. Je parlais de 3 ministres des Finances, mais pourquoi nous sommes arrivés à 3 ministres des Finances? Mais tout se passe dans l'application des réformes. Rigobert Ondeli arrive avec ses exigences. On constate ça a commencé à créer le malaise un peu partout au sein du gouvernement et ailleurs. Les gens boudent. Et finalement, on fait venir Ndiaye, qui sort fraîchement du cabinet du président de la République. Il met en place tout un système, toutes les réformes qu'il fallait pour à la fois revoir l'organigramme du Trésor et le rendre beaucoup plus efficace, voir comment aujourd'hui la mise en œuvre du programme, du budget programme, la mise en œuvre aujourd'hui de la gare, des projets, des réformes qui ont été validées. On se rend compte finalement au bout de quelques mois, quelques semaines, et c'est la mise en œuvre de ces réformes sont butées aux hommes. On a vu la guéguerre entre son collègue autour de la centralisation des caisses, autour de la digitalisation, et voilà, autour même de la gestion on appelle ça des masses communes dans le budget de l'État. Et tout cela, c'est des hommes qui n'arrivent pas à la fois supporter le changement, accepter le changement, et d'autres encore peut-être qui appliquent les réformes que pour leurs propres intérêts. Parce que de part et d'autre, on peut dire, lui, s'il veut de telles réformes, c'est pour son intérêt personnel, on ne voit pas l'intérêt général, et les autres aussi disent, nous ne voulons pas changer parce que nous pensons que dans le fauteuil dans lequel nous sommes assis, le système dans lequel nous sommes nous conforte, nous permet de mieux fonctionner. C'est le ministre des Finances qui arrive, vous avez rendu compte qu'il a supprimé l'organigramme mis en place par son précédent. Aujourd'hui, il tend vers une sorte de fusion de la banque postale avec la banque d'habitat. Alors que, à un moment donné, on n'a pas voulu toucher la banque postale. Donc, tout est parti des réformes. Je crois que le péché d'Anatole Koulimakosso, c'est d'avoir minimisé toutes les pesanteurs, minimiser cette culture anti-réforme, et c'est aussi le fait qu'il n'a peut-être pas pris assez de temps, quand on le choisit, de bien réfléchir sur les projets qui étaient réalisables. Prenez une question, est-ce que Anatole Koulimakosso a-t-il réussi cette restauration de l'autorité de l'État tant prônée? Ah non. On peut pas dire qu'il a réussi, même si timidement, je le disais tout à l'heure, que sa présence à la tête du gouvernement, sinon sa nomination à la tête du gouvernement, a quand même bousculé les comportements des uns des autres. Ça nous a permis, je le disais, de découvrir quand même beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, dire qu'il a réussi la restauration de l'autorité de l'État, non, puisque vous avez entendu des détournements à gauche et à droite, tous les gens sont restés impunis jusqu'à aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui, on en a
a parlé, la guéguerre même des syndicalistes avec le gouvernement, c'est une preuve tangible d'un État qui a créé des monstres qui sont devenus plus puissants que les institutions. Nous avons parlé aujourd'hui même de la limite de l'appareil des services. Vous en avez parlé dernièrement dans une chronique, mais simplement parce que les institutions ne sont pas fortes. On ne peut pas permettre aux agents de sécurité de fonctionner normalement. Nous avons parlé aujourd'hui de l'insécurité dans la ville, les bébés noirs et tout ce qu'il faut. On croyait peut-être que l'on devait réussir plus ou moins à juguler ce phénomène, mais Colonel Makosso partirait peut-être aujourd'hui ou demain, peut-être dans un an, mais de loin, il constatera finalement qu'il a mené un combat et qu'il avait peut-être la volonté de faire des choses, mais il aura peut-être amorcé quand même un début de réforme qui pourrait peut-être, comment on dit, prendre de l'ampleur ou encore réellement donner les fruits dans les années à venir. Mais il est resté pendant 4 ans à gérer ses querelles internes. Il est resté pendant 4 ans à éteindre les feux à gauche et à droite. Il est resté pendant 4 ans à revoir les décrets des ministères, puisque tout le temps il fallait revoir les décrets des ministères. On a créé un nouveau ministère de l'assainissement. Il faut donc revoir donc les modifications au sein des ministères et tous ces changements. Il a passé tout son temps à vouloir mettre les procédures. Il a passé tout son temps à vouloir dépoussiérer des lois que l'on avait certainement mis dans les tiroirs depuis longtemps, puisqu'il en a rappelé plus d'une fois. Vous vous rappelez de l'affaire des terres, de la vente des terres. Il a passé tout son temps à gérer les querelles, à gérer aujourd'hui le bras de fer entre les syndicalistes de différentes sociétés. Il a passé tout son temps à vouloir trouver les solutions aux dettes du gouvernement vis-à-vis des collectivités locales, vis-à-vis de certaines sociétés. Mais malheureusement, ce qu'on peut retenir, c'est que sa présence a quand même pu, à un moment, susciter l'espoir au début. Il a quand même joué un rôle d'amortisseur, puisque partant donc de Clément Mwamba à Cotonou aujourd'hui, s'il n'y avait pas un rôle d'amortisseur, s'il n'y avait pas un dialogue permanent, s'il n'y avait pas un homme certainement qui a accepté de prendre les coups sur lui, s'il n'y avait pas un homme qui a voulu jouer le rôle de tout le monde pour ne pas paraître inefficace, et je pense que on aurait peut-être vécu encore pire que ce qu'on avait vécu il y a quelques années et même il y a quelques mois. Donc voilà un peu ce qu'on peut mettre, un peu le constat qu'on peut faire de Colonel Makosso. Mais je pense que le système, et vous le savez, on le dit tout le temps, peu importe celui qui peut être choisi pour arriver là, si le système n'accepte pas, si ceux qui pilote le système, si le président de la République n'accepte pas lui-même, ne décide pas lui-même de mettre de côté tous ceux qui pendant longtemps tiennent et bloquent le système, s'il ne décide pas de rendre les institutions beaucoup plus fortes, il sera difficile, quels que soient les ministres qu'il pouvait choisir, quels que soient les premiers ministres, bon, il serait toujours difficile. Nous allons constater les mêmes dérives, on va constater les mêmes manquements, et finalement, c'est les hommes qui paraîtront inefficaces, alors que le système a pu engendrer les mécanismes qui bloquent tout développement. Est-ce que les Congolais peuvent se satisfaire de leur social des 4 ans de colonie? Je crois qu'il faut différencier la personnalité d'Anatole Konimakosso qui a su quand même autour de lui fédérer plusieurs jeunes. Voilà, quand je parle de la personnalité, vous savez qu'un homme qui est très ouvert, un homme qui est prêt à dialoguer, un homme assez tolérant, un homme voilà, qui se veut beaucoup plus pédagogue puisqu'il pense qu'il y a un problème de compréhension, il y a un problème d'information et de formation. Il a passé tout son temps à vouloir, pendant ces 4 ans, à vouloir passer un message pédagogique, à vouloir informer la population. Il s'est entouré plus d'une fois des jeunes, même si ces mêmes jeunes lui reprochent de n'avoir pas réellement beaucoup fait pour eux, c'est-à-dire que vouloir les responsabiliser à des hautes fonctions, parce que quand il arrive au gouvernement, il trouve quand même, il trouve Doukaga quand même, voilà, et Doukaga est éjecté, on suppose que c'est le Premier ministre qui choisit les ministres aussi, donc Doukaga est éjecté, et après il y avait plus de jeunes au gouvernement, jusqu'à maintenant il n'y a pas de jeunes. On regarde encore dans des nouveaux
d'autres niveaux de responsabilité, même si nous avons des DG qui sont jeunes aujourd'hui, le DG de la CPCE, le DG de la jeunesse et bien d'autres encore, même si on a placé aussi à la tête de certaines institutions aujourd'hui quelques jeunes, bon, les jeunes lui reprochent de n'avoir pas vraiment trop fait pour eux, de n'avoir pas vraiment favorisé l'éclosion des jeunes là. Mais il reste un homme très ouvert, il reste un homme très compréhensible, un homme d'une humilité, on va dire, inouïe, mais seulement en tant que Premier ministre. Nous l'avons dit, il est difficile aujourd'hui que les populations dans l'ensemble donnent une note appréciable au Premier ministre, parce qu'ils savent que tout ce qui intéresse la population, de savoir que quand il est arrivé, il y avait par exemple STPI qui fonctionnait, mais aujourd'hui STPI va relancer ben, avec trop de difficultés. Ce qu'on attend, la population dira, c'est que nous avons toujours des problèmes d'eau, nous avons toujours des problèmes électriques, alors qu'au début il nous a fait vivre, il nous a fait rêver, les intellectuels comprendront que nous avons eu un Premier ministre qui n'a pas vraiment eu la même mise sur son gouvernement, puisque on n'a jamais vu les ministres se déplacer comme avec Anatole Kolemakoso. Les ministres sont comme à la récréation, ils sont tout le temps en mission, et parfois des missions qui ne rapportent absolument rien au pays, alors que le pays est dans la crise totale. Et il avait pris une note pour dire finalement, au bout de quelques temps, comme Mwamba l'avait fait d'ailleurs, que les ministres doivent arrêter, donc on doit arrêter les missions à l'étranger, puisque pendant la période Covid, les ministres ont travaillé en visioconférence. Il n'y avait pas de déplacement à l'intérieur. Le président lui-même est resté pendant 2 ans ou 3 ans sur place sans se déplacer, et tout le travail, et même les conseils de ministres se faisaient en visioconférence. Donc rien n'empêche qu'aujourd'hui, que les ministres, pour l'intérêt général, organisent les missions sur place à travers les visioconférences. Mais on constate, les ministres sont tout le temps en déplacement, avec parfois des missions fantaisistes. Vous avez rendu compte, la ministre, je l'ai vu dans un reportage au Mali, la ministre des Affaires sociales qui est allée se rendre compte d'une expertise dans son secteur au Mali, c'est pas dans un autre pays, elle est souvent à Genève ou c'est pas où. Je me suis posé la question, est-ce que réellement on a-t-on besoin d'aller là-bas au Mali ou ailleurs pour s'informer comment on peut gérer son département? Nous sommes aujourd'hui, les nouvelles technologies sont à notre portée. On peut tout avoir à distance. On ne peut pas aujourd'hui effectuer une mission à l'international juste pour aller se rendre compte de ce que font les autres. Allons à une mission pour chercher ce qu'il nous faut. Allons à une mission pour contribuer. Mais cela s'est fait avec des ministres. Souvent, on aura appris que tel ou tel ministre, par voie, ne passait pas forcément par lui pour obtenir l'autorisation de sortie, soit ce serait au niveau de la présidence de la République. Il y a eu tout ça. Donc, un Premier ministre qui n'a pas su, j'ai envie de dire, mieux gérer son équipe, puisque chacun voulant être plus fort, le Premier ministre était finalement buté aux égaux des uns des autres dans ce gouvernement. Donc voilà un peu, c'est un Premier ministre qui n'a pas eu, j'ai envie de dire, une marge de manœuvre qu'il faut pour agir, mais il est resté fort. Il est resté discret, il est resté, j'ai envie de dire, déterminé. Il n'a jamais, on a compris qu'avec lui aussi, tous les ministres qui étaient exposés aux critiques tout le temps, aujourd'hui ne sont plus critiqués parce que lui prend sur lui les failles, j'ai envie de dire, les manquements et même l'incompétence de certains ministres. À 1 an de la fin du quinquennat, quelles sont les attentes les plus urgentes auxquelles son gouvernement devra répondre? Moi, ce que je pense aujourd'hui, on reste sur la restauration de l'autorité de l'État. Rien n'avancera si les institutions ne redeviennent pas fortes. Rien n'avancera si la loi ne s'applique pas dans sa rigueur. Rien n'avancera si les injustices sociales ne sont pas brisées. Puisque, imaginez-vous, tous ceux dont nous appelons riches dans ce pays sont soit au gouvernement ou à la tête des directions générales ou dans les régies financières. Nous sommes arrivés au point où nous n'avons pas un homme d'affaires modèle qui est parti peut-être de l'agriculture pour devenir riche, qui est parti peut-être de l'immobilier pour devenir riche, comme nous voyons ailleurs, on parle de Dangote, voilà. Nous n'avons pas aujourd'hui
comme les Eto'o qui ont fait leur parcours professionnel et qui sont devenus aujourd'hui des exemples dans leur pays. Nous n'avons plus ces hommes-là dans ce pays. Ça veut dire quoi? Que on a laissé de côté l'intérêt général. On a brisé l'éclosion, la promotion des talents. On a brisé les repères, j'ai envie de dire, éducatifs, culturels de notre pays. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes étant devenus forts, règnent sur les institutions, dominent sur les institutions. Et tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, l'urgence, à un an des élections, c'est de faire en sorte, et qu'il n'y a que le président de la République lui-même qui peut le faire, c'est de taper la main sur la table pour dire, j'ai déjà tant d'années au pouvoir, et j'entends encore les autres me demander de me représenter en 2026. Il faut qu'on arrête. Désormais, il faut qu'on arrête. Il ne faut pas que ceux qui deviennent riches dans ce pays soient les ministres à peine nommés, ou encore qui sont 20 ans, qui ont 20 ans, 10 ans, 20 ans au gouvernement. Il ne faudrait pas qu'on ait des gens dans ce pays et qui s'accrochent à des postes parce que c'est juteux. Nous voulons avoir des hommes qui viennent bosser. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui a pris conscience des erreurs des anciens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont étudié, qui ont pris conscience de tous ces dérives et qui peuvent mieux faire. Il faut donc que le président soit capable et courageux de s'appuyer sur cette nouvelle génération pour faire avancer les choses. Edouard Matoko est en séjour au Congo dans le cadre de sa candidature à la direction générale de l'UNESCO. Que faut-il retenir de sa présence et des rencontres qu'il a eues? Bon, nous avons déjà consacré toute une chronique à Edouard Philippe Matoko. Aujourd'hui, il est, vous l'avez dit, il est en séjour au Congo. Pendant que nous réalisons cette chronique le 12 mai, il a été présenté au public, à la population congolaise, pour ne pas dire à l'opinion nationale et internationale, à la presse. Il a tenu en présence des membres, quelques membres du gouvernement et dont le ministre de la Communication, une conférence de presse pour présenter à la fois son projet, sa vision, ses chances de réussite. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que même si nous avons constaté que son séjour était plus ou moins timide dans son propre pays, il n'y a pas eu trop d'écho. C'est maintenant qu'on parle de lui. Il est arrivé depuis pratiquement quelques semaines, reçu par la ministre de l'Industrie culturelle, par le Premier ministre. Il a été à Oyo pour assister le président de la République. Il devrait se rendre aussi à Infondo pour le lancement du FESPAM. Il ne s'y est pas rendu. Et finalement, c'est quand même aujourd'hui qu'on constate qu'il a été par le gouvernement présenté à la presse et à l'opinion publique et internationale. Mais il faut savoir qu'il y a 3 candidats. Rien n'est perdu pour le Congo, puisque quand on regarde l'Égypte, on regarde aussi la Mexicaine, on se dit, bon, le Congo est quand même... Congo est favori quand même parce que nous avons l'Égypte, nous avons le Mexique. Quand on regarde les rapports des uns des autres, quand on regarde le niveau de coopération que le Congo a avec des grandes nations et même quelques 58 pays que nous avons, et quand on regarde le rôle aujourd'hui du Mexique dans le concert des nations, quand on regarde aujourd'hui la crise entre la Palestine et l'Israël, et on voit un peu le rôle de l'Égypte, on voit la position des États-Unis, on voit la position de la France. Quand on regarde tout cela, on peut dire que le Congo peut être appuyé par certaines nations qui ont quand même un mot à dire d'une manière ou d'une autre à l'UNESCO. Et puis vous avez quand même un candidat qui n'est pas les moindres, il est de la maison, 33 ans ou plus au sein de l'UNESCO, il est l'un des directeurs généraux adjoints dans cette institution, et sa candidature était voulue par la plupart de ses collègues. Donc, tout ce qu'on peut aujourd'hui souhaiter, c'est que le gouvernement l'accompagne réellement, puisqu'il a quand même connu en retard. Les autres avaient déjà déposé leur candidature. Il a 58 États à parcourir. Il lui faut finalement des moyens et tout ce qu'il faut pour réussir cette campagne. Ce séjour a-t-il permis de mobiliser un véritable soutien national et diplomatique autour de sa candidature? Il faut savoir que sa candidature est portée d'abord et avant tout par le président. C'est voulu par le président. Voilà, ce n'est pas d'abord sa propre volonté, c'est voulu par le président. C'est un choix du président.
Et donc, déjà, à ce niveau, le fait que le président l'ait reçu il y a quelques semaines, et qu'il soit même à Oyo, là où il est en visite, en séjour actuellement, prouve à suffisance que ce monsieur est porté par le chef de l'État lui-même. Et après, vous avez la conférence de presse qui était quand même, cette conférence de presse assistée par des ministres qui sont venus. Le ministre de la Communication a pris la parole pour le présenter les atouts de ce monsieur. Nous avons aussi l'ambassadeur du Congo à l'UNESCO, M. Henri Osibi, qui aussi, lui, a montré les avantages, a expliqué pourquoi. Donc, à ce niveau, on peut dire qu'il a le soutien qu'il faut, puisque je vous dis qu'il a été reçu par le Premier ministre, mais tout ne s'arrête pas là, puisque, vous savez, il doit avoir des moyens financiers conséquents pour lui permettre de faire la rente des 58 ans. Il est en retard par rapport aux autres. Il lui faut aussi l'appui diplomatique du gouvernement. On a constaté l'absence du ministre des Affaires étrangères. Il serait apparemment en Russie, mais à la conférence de presse, le secrétaire général de ce ministère y était. On voudrait quand même que ce dossier soit porté par le gouvernement, surtout par le ministre des Affaires étrangères, et pourquoi pas le Premier ministre lui-même, pour finalement aller le présenter aux autres États. Parce qu'en ce moment, il y a lui-même, mais aussi l'accompagnement officiel et diplomatique du gouvernement peut faire en sorte que sa candidature soit de plus en plus crédible et beaucoup plus appuyée. Et je pense que c'est vrai, puisque le gouvernement l'a présenté publiquement, on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas dire, mais il lui faut suffisamment de moyens et s'entourer des hommes qu'il faut, d'une équipe compétente pour aller très loin. Un autre mot pour clore notre chronique de ce soir? Oui, nous avons aujourd'hui parlé de 3 thèmes, c'est rare dans les chroniques de BFN. On a parlé du contrat d'affermage qui, dans la polémique, a refait surface. On a parlé des 4 ans, pardon, d'Anatole Kolimakoso à la tête du gouvernement et du candidat de Congo à la direction générale de l'UNESCO. Tout ce qu'on peut retenir, Gabriel, c'est que le Congo a encore un long chemin à faire pour atteindre réellement son émergence. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des habitudes qu'il faut éteindre et effacer. Il y a des comportements qu'il faut briser. Le Congo, aujourd'hui, doit regarder, comme dit le jeune Franck Ngoma, réfléchir d'impact national de développement. Le jeune Ngoma l'a dit, si vous avez lu sa lettre ouverte, il parle d'impact national de développement. Ça veut dire quoi? Un document référentiel qui permettra à tous les candidats qui arrivent au pouvoir d'y jeter un coup d'œil pour matérialiser ce qui est dit. Puisque tous les projets, depuis même avant l'indépendance, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, des projets dans le domaine de l'électricité, des barrages qui aujourd'hui, les projets qui sont même de Fulbert-Yul, qui ne sont pas réalisés jusqu'à aujourd'hui. Simplement parce qu'à un moment donné de l'histoire de ce pays, les hommes ont braqué la République. À un moment de l'histoire de ce pays, les hommes ont voulu s'intéresser au détriment de la nation. Ça nous a conduit à toutes ces anti-valeurs que nous vivons aujourd'hui. Et donc, il faut retenir que de la guerre des syndicalistes, de la gestion d'Anatole Kolimakoso à ce qu'on appelle la candidature du Congo, puisque cela dépend aussi de la crédibilité du Congo à l'extérieur, comment le Congo est perçu à l'extérieur, comment le Congo est vu par les nations qui constituent l'UNESCO. Est-ce qu'il est bien vu? Est-ce que l'image du Congo est bien présentée? Et tout cela aussi découle ou découlerait de ce que le Congo est au niveau intérieur. Si l'intérieur est malade, il serait difficile que l'extérieur réussisse. Merci Bruni, c'est par ces mots que nous mettons fin à notre chronique de ce soir. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à suivre les chroniques des BFN et d'autres programmes proposés par TDK Média. Restez scottiers, aimez et partagez les contenus. On se dit à très bientôt pour la suite.